Bonjour. Donc pour cette première émission de Au cas par cas pour Domaine Info, vous avez choisi apparemment une douzaine de cas qui présentent un intérêt, on va dire, assez important pour notre domaine d'activité qui est le nom de domaine. J'ai relevé une décision du panel de l'OMPI qui date du 26 février 2007 et qui concerne un nom de domaine willserve.com. En fait, cette décision est intéressante parce que c'est un exemple rare de refus de transfert du nom de domaine au profit du demandeur. Ça arrive suffisamment rarement pour qu'on puisse relever ce type d'exemple puisque statistiquement, environ 80% actuellement de décisions qui sont portées par l'OMPI débouchent sur un transfert de nom de domaine. Le transfert de propriété ou transfert enregistrable? Transfert de propriété du nom de domaine au profit du demandeur. Donc il obtient gain de cause. Le nom de domaine willserve.com a été détecté par le demandeur, en l'espèce la société Willserve Corporation, qui a été créée en 2002 et qui a pour activité l'audit en matière de consommation d'énergie. Il est titulaire de nombreuses marques et noms de domaine. Et il a relevé ce nom de domaine willserve.com détenu par une société qui s'appelle Willserve Industries. Une autre société complètement différente, dans un secteur d'activité différent, qui est le domaine du logiciel et l'informatique. Ce nom de domaine débouchait sur une page parking et la société willserve.com souhaitait récupérer son nom de domaine pour pouvoir l'utiliser. D'une part, et d'autre part parce qu'il contenait à l'identique sa marque, ce qui est forcément gênant. Il a envoyé une lettre de mise en demeure qui est restée sans réponse et constatant cela, il a engagé une plainte devant l'OMPI pour obtenir le transfert du nom de domaine et que la situation se débloque. Il expose des arguments qui sont le fait qu'il soit titulaire de marque antérieure et que cette marque antérieure soit comprise dans ce nom de domaine. Donc la première condition est remplie, identité du nom de domaine et la marque. Il relève également qu'il n'a pas d'intérêt légitime dans la mesure où il n'a pas relevé d'usage du nom de domaine, c'est-à-dire que ce nom de domaine ne débouche sur aucun site internet, et sur le fait qu'il n'ait pas reçu de réponse à sa lettre de mise en demeure. Pour lui, ça constitue des indices d'absence d'intérêt légitime. Alors pour une fois, on a une réponse du défendeur, ce qui est relativement rare, qui argumente sur le fait qu'il est à cette société depuis 1982, qu'il a des adresses e-mail qui sont supportées par ce nom de domaine, donc il a un intérêt légitime à utiliser ce nom de domaine. La date de la création de cette société est antérieure à la marque? Bien antérieure à la marque, oui. La date de la création de cette société est 1982. Et la marque? Et la marque date d'environ 2002. D'accord. Il estime que la réservation, en plus du nom de domaine, est antérieure à la création de la marque. Donc il disposait de droits avant ceux du demandeur. Et à partir de là, il estime qu'il ne doit pas y avoir de transfert du nom de domaine au profit du demandeur. Décision de l'OMPI, il ne donne pas gain de cause au demandeur et refuse le transfert du nom de domaine en son nom. Les arguments qu'il retient pour prononcer sur la décision sont les suivants. Ok, d'accord, le nom de domaine reprend à l'identique la marque. Ça, il ne le conteste pas. En revanche, ce qui permet de conclure au refus du transfert, c'est l'intérêt légitime du titulaire à avoir réservé ce nom de domaine. D'une part, parce que sa société avait été créée depuis de nombreuses années, et d'autre part, parce que ce nom de domaine portait ses adresses e-mail. Donc il y avait un réel usage du nom de domaine, même s'il n'était pas visible du public, parce que ça donnait lieu à une page parking uniquement. En revanche, il l'utilisait pour ses adresses e-mail. En ce qui concerne la mauvaise foi, Charlotte, on a un point particulier dans cette décision. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, les experts de l'OMPI considèrent comme un indice de la mauvaise foi le fait que le défendeur ne réponde pas à une première lettre de mise en demeure. Ce qui était le cas ici, le défendeur a reçu une lettre de mise en demeure, de transférer le nom, etc. Il n'a pas répondu. Là, en l'occurrence, les experts confirment malgré tout que ce seul élément, donc la seule non-réponse à une lettre de mise en demeure, n'est pas suffisante pour démontrer qu'il y a une mauvaise foi. Donc en l'occurrence, pas de mauvaise foi. Le principe, en fait, c'est que lorsqu'un nom de domaine donne lieu à un site internet, il permet de déterminer s'il y a un risque de confusion entre la marque antérieure et le nom de domaine. C'est un moyen d'apprécier le risque de confusion. Là, en l'occurrence, on n'a pas d'utilisation de nom de domaine,
Donc on a un petit peu désarmé sur l'appréciation de cette similitude ou non. C'est la seule question qu'on pourrait se poser sur cette affaire. Le fait que la marque ait été enregistrée après le dépôt d'un nom de domaine, est-ce que cela entre un peu en ligne de compte par rapport à l'OMPI? Est-ce que l'OMPI peut aller plus vers je dirais, les droits légitimes d'une personne qui aurait enregistré son nom de domaine bien avant une marque? Est-ce que cette affaire peut aussi être un peu interprétée sous cet angle-là? D'une manière générale, il y a des critères qui existent en fait dans les procédures UDRP et l'un de ces critères-là, c'est la mauvaise foi. Et si on a un nom de domaine qui est antérieur à une marque, le titulaire de la marque qui voudrait récupérer le nom de domaine aura quand même beaucoup de mal, a priori, à démontrer que celui qui a réservé le nom de domaine avant même que sa marque n'existe était de mauvaise foi. Bah, écoutez, merci pour ce premier cas. Et donc, la semaine prochaine pour nos téléspectateurs et pour nous dans quelques minutes pour un deuxième cas. Merci. Merci. Merci.